Sud Radio 8h06, la grogne des policiers. Aucun chiffre officiel n'a été communiqué, mais il y aurait entre 300 et 500 arrêts maladie dans les Bouches-du-Rhône. Des arrêts également dans les départements voisins, mais aussi au-delà, dans le Nord, en Bretagne, en Île-de-France par exemple. Le gouvernement, lui, soutient l'émotion des policiers et leur mobilisation, tout en rappelant que nul n'est au-dessus des lois et que la justice doit faire son travail sereinement. Alors qu'attendent les forces de l'ordre de cette fronde? Quelles sont leurs revendications? On en parle tout de suite avec notre premier invité, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité SGP Police FO. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Christophe Couvi, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. On va revenir bien sûr sur vos revendications, mais d'abord, à ce jour, pour avoir une idée, quelle est l'ampleur de votre mobilisation? Est-ce que vous avez une idée du nombre de villes, de commissariats concernés? Écoutez, on peut dire aujourd'hui que tous les commissariats pratiquement sont concernés par le mouvement lancé par notre organisation, le 562. C'est-à-dire qu'en fait, les policiers se mettent en pause administrative au commissariat et n'interviennent que si on les appelle sur un appel 17 ou un appel d'urgence. Voilà. Donc il n'y a pas du tout d'initiative. Vous verrez pas trop de policiers dans les rues. Donc pas de contrôle d'identité. Comme ça, au moins on est tranquille. On va pas nous incriminer sur le contrôle aux faciès. Pas de contrôle routier. Comme ça, au moins il n'y aura pas de refus d'obtempérer. Et il n'y aura pas d'histoire le soir aux 20h. Donc les policiers ont bien compris que de toute façon, ils ont une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Et en fait, je vais juste vous résumer la situation en une phrase. C'est-à-dire qu'on risque quotidiennement notre vie, notre liberté, puisqu'on peut partir le soir directement en détention, notre honneur, puisqu'on ne peut pas se défendre et qu'il y a toujours les parties adverses qui peuvent parler, et la sécurité de nos familles, puisque nos familles sont souvent en danger avec des noms qui sont marqués sur les murs des cités. Et tout ça pour 2200 € par mois en tant que gardien de la paix. Voilà, donc avis à tous ceux qui veulent rentrer dans la police nationale. Alors, ouais, réfléchissez bien. J'entends effectivement votre colère, on va y revenir bien sûr à ce sujet-là, mais que dites-vous aussi, c'est important aux Français qui vont trouver porte close en se rendant à leur commissariat, juste les urgences en l'occurrence que vous allez gérer, vous comprenez leur inquiétude à ces Français? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment un peu de les abandonner là au final? Alors, on les abandonne pas dans le sens où, effectivement, quand il y a un appel d'urgence, on viendra toujours, parce que ça, c'est notre contrat social, entre guillemets, quand on est rentré dans la police, on sait qu'on doit ça à nos concitoyens, on est là pour les protéger. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut rappeler. Après, il faut vraiment, à un moment donné, mettre les choses sur la table. Et c'est-à-dire qu'on peut pas toujours travailler avec une épée de Damoclès sur la tête. Voilà, on est toujours pointé du doigt dès qu'on est dans l'exercice de nos missions. C'est ça qu'on demande en fait, c'est que dans l'exercice de nos missions, dès lors, on connaît un statut. Alors, on appelle ça un statut spécial, appelez ça comme vous voulez, mais qu'on ait une espèce de protection. C'est-à-dire, c'est pas normal qu'on parte en détention provisoire. C'est pas normal que pendant tout le temps de l'affaire, de l'instruction de l'affaire, on n'ait plus notre salaire, on a des familles à faire vivre, et en fait, on est innocent jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'au procès. Donc en fait, c'est ça qu'on demande. On demande d'être pris en compte pendant ce laps de temps pour pas justement que nos vies s'arrêtent et soient brisées. Vous demandez un statut spécial, en l'occurrence, ça veut dire que la pression finale, vous nous dites, vous la mettez davantage sur les politiques plus que sur la justice aujourd'hui? De toute façon, nous, c'est pas un match police-justice. Ouais. Nous, c'est effectivement... C'est important de le préciser, puisque certains le voient comme ça aussi. Oui, non, mais certains veulent le voir comme ça parce que c'est plus facile. C'est plus facile dans le sens où, dès lors qu'on dit « Oh là là, séparation des pouvoirs, la justice, elle est intouchable, on peut rien dire », on a écarté le problème, on veut pas rentrer dans le problème, en fait. Vous pointez du doigt certains membres du gouvernement, la Première ministre, là-dessus ? En fait, le gouvernement, ils ont été assez tièdes sur l'histoire. Moi, j'entends qu'on peut nous soutenir, nous comprendre, partager l'émotion, mais la partager, je veux dire, c'est la partager au quotidien. Voilà, on préfère qu'ils nous la partagent plutôt qu'ils apportent leur soutien ou comprendre l'émotion. Il faut la partager. Et pour la partager, il faut comprendre ce que c'est que notre métier. Et surtout, il faut avoir des gestes forts. Des gestes forts, notamment, comme on vous disait, sur notre statut, entre guillemets, qui doit être un peu plus protecteur dans le cadre de nos fonctions. Et puis aussi sur des juridictions. Mais ça en l'occurrence, c'est une revendication, mais c'est pas la réalité des choses. Aujourd'hui, la loi fait que un policier peut être placé en détention provisoire, en l'occurrence. Oui, effectivement, mais imaginez dans la tête d'un policier. Vous avez, alors après, je continue. Vous imaginez, le matin, vous partez au boulot,
vous faites votre boulot, vous avez l'impression de bien le faire. Alors on peut vous reprocher des fautes, hein, mais c'est dans l'exercice de vos fonctions. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le monopole de la force publique et donc et de la force légale surtout. Et donc vous utilisez cette force-là. Et le soir, un magistrat vous dit, écoutez, vous allez aller en détention provisoire, donc vous allez en prison, vous êtes privé de votre liberté, ce qui est quand même l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme a inscrit dans le marbre. Et donc nous, effectivement, en tant que policiers, parce qu'on aurait fait notre boulot et parce qu'on nous reprocherait quelque chose, on nous met en détention provisoire. Moi, je veux bien, effectivement, la loi s'applique à tout le monde. On ne veut pas être au-dessus des lois. On ne veut pas non plus être en dessous des lois. On veut une juste mesure. Mais quand on justifie une détention provisoire d'un policier, comme il y a eu à Marseille, par exemple, ou à Nanterre. Nanterre, c'est pour acheter la paix sociale, hein, on a bien compris. Mais ça n'a pas marché, malheureusement, puisqu'il y a eu des émeutes. Et Marseille... Vous dites qu'aujourd'hui, la justice, elle en est à mettre en détention provisoire des policiers pour acheter la paix sociale. C'est quand même fort, Nanterre, ça. Sur Nanterre, écoutez, c'est comme ça que les policiers l'ont pris et c'est comme ça qu'on l'a tous interprété. C'est votre avis, oui, là-dessus en tout cas. C'est notre avis. Ouais, bien sûr. On a le droit d'avoir un avis sans remettre en cause le métier de la justice. C'est juste que quand on a un président de la République qui colore le dossier sur Nanterre avant même que le procureur de la République s'exprime sur le dossier, déjà oui, on a pris ça le premier coup de canif dans le contrat. Et là après, effectivement, on a trouvé très fort de café que sur 4 fonctionnaires, il y en a 3 qui partent en contrôle judiciaire libre à la maison avec un contrôle judiciaire strict et que le dernier sont en détention provisoire au motif que le policier pourrait mettre la pression sur les plaignants ou alors pourrait échanger avec ses collègues. Enfin, ça veut dire déjà qu'on a un a priori sur les policiers et que les policiers ne seraient pas capables de respecter un contrôle judiciaire strict. Alors même que des multirécidivistes qu'on voit tous les jours nous dans la rue, ou des gens même qui ont renversé des gens, qui ont tué des gens, ne sont pas mis en détention provisoire. Ils sont chez eux tranquillement en train de jouer à la PlayStation et à la Nintendo. C'est ça qui nous révolte. Et on se dit alors parce qu'on a un policier, parce qu'en ce moment on sent bien qu'il y a une tension dans la société, eh bien, c'est les boucs émissaires et on en fait effectivement, on fait passer des messages. On avait, Jean-Christophe Couvien, un auditeur qui nous avait laissé un message, là, Laurie l'a lu tout à l'heure sur notre compte Twitter Sud Radio, qui nous disait, le gouvernement va offrir des primes, entre guillemets, aux policiers, et comme ça va calmer la situation. Je vous suis bien, là, si je vous suis bien en tout cas, l'idée, c'est, ce que vous demandez, c'est un statut à part, c'est une plus grande protection des policiers, et pas autre chose, quoi. Oui, on n'a jamais mis de l'argent dans la balance. Effectivement, qu'on a ça suffira pas à vous calmer, en tout cas. Ce qui nous suffira à nous calmer, déjà, c'est un geste fort des politiques et de dire, OK, on a compris quand même qu'il y avait un sujet sur les policiers. Il va falloir peut-être qu'on réfléchisse à comment on peut travailler dans les statuts, notamment aussi avoir une meilleure protection fonctionnelle de notre employeur. C'est quand même pas normal quand vous êtes mis en cause ou vous êtes victime qu'il faut aller chouiner auprès de notre administrateur pour qu'on puisse prendre en charge nos frais d'avocat, alors que c'est inscrit dans le droit du travail. Et que pour tous les fonctionnaires, d'ailleurs, pas que pour les policiers, votre employeur, l'État, doit vous fournir un avocat, vous aider à régler la note et à vous défendre. Et en fait, dans les faits, c'est très compliqué. On demande même un guichet unique pour ça, parce que il faut comprendre que quand un policier est mis en examen ou en contrôle judiciaire en attendant son procès, ça peut durer des années. C'est 6 ans, 7 ans. Mais pendant ces 6 années ou ces 7 années, vous n'êtes plus policier. Donc vous êtes dans un espèce de no man's land où vous êtes abandonné de votre hiérarchie, vous êtes abandonné de l'État. Et heureusement qu'on a les syndicats pour pouvoir aménager une sortie, trouver un travail, alors qu'après, si ça se trouve, vous allez être acquitté. C'est arrivé récemment. En décembre, il y a un CRS qui a été acquitté au bout de 6 ans. Il a été acquitté aux assises. Et pendant 6 ans, sa carrière s'est arrêtée. Voilà, donc il ne peut pas prétendre un avancement, il ne peut pas prétendre à une mutation, il est mis de côté et même sans salaire des fois, ou alors un salaire moindre puisqu'on n'a plus les primes de risque. Dernière question, rien qu'à Marseille, vous dites pas de pression, pas de match avec la justice, mais rien qu'à Marseille, 2 autres affaires pourraient déboucher sur la mise en examen de policiers. On va suivre bien sûr comment ça se passe, on va voir si ça peut déboucher ou pas ou non sur un placement en détention provisoire. Votre mobilisation, elle ne met pas la pression de fait sur la justice pour la suite de ces événements? Mais alors, la justice peut l'interpréter comme ça, effectivement. Bien sûr qu'il y a une sorte de pression en disant attention, on n'est pas n'importe qui, on est quand même des policiers, on nous a demandé. Il faut savoir que sur les émeutes, on n'a jamais connu une violence telle en France. Les émeutes de 2005 à côté, comme je dis, c'était un square pour enfants. Là, c'était vraiment, on a vu partout généralisé. Marseille, c'était des théâtres de guérilla urbaine. Et donc, on a demandé à nos policiers, aux collègues, d'aller quelque part faire le ménage et ramener l'ordre. En même temps, on leur disait à l'oral, parce que forcément, il n'y a jamais d'écrit, ça venait aussi des préfets et de la hiérarchie,
on n'a plus de place dans les cellules de garde à vue, les OPJ sont débordés, il va falloir vous débrouiller à ramener l'ordre et pas de prisonniers. Mais qu'est-ce que vous comprenez quand vous êtes policier? Vous comprenez que de toute façon, vous êtes en mode de survie. Et donc, il va falloir effectivement, vous êtes en nombre inférieur par rapport aux manifestants, aux émeutiers, et en fait, on veut vous tuer. Et à un moment donné, vous vous défendez, vous faites ce que vous pouvez pour ramener l'ordre, encore une fois, avec les moyens que vous met l'administration dans les mains. Voilà. Et donc, encore une fois, c'est pas une défiance vers la justice. On travaille avec la justice. On n'arrête pas, nous, notre syndicat, de dire que la justice et la police sont les deux jambes de la République. Et ces deux jambes, elles doivent être équilibrées, elles doivent se comprendre et se parler. Jean-Christophe Couvi, je rappelle, secrétaire national unité SGP Police FO. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bonne journée à vous. Merci, je vous en prie. Dans un instant, nous continuons les discussions sur ce sujet de la fronde policière face au placement en détention provisoire d'un policier de la brigade anticriminalité de Marseille avec notre deuxième invité, côté justice. Cette fois-ci, Sud Radio, restez avec nous, il est 8h16. Le grand matin été Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurie Leclerc. 8h19 sur Sud Radio, les arrêts maladie se multiplient chez les policiers en réponse au placement en détention provisoire d'un policier de la brigade anticriminalité de Marseille. Le patron de la police, Frédéric Vaux, assure que la place d'un policier n'est pas en prison avant son procès. Une position qui soulève la colère des syndicats de magistrats. Explication avec notre invité Michel Dutrus, délégué général du syndicat Unité Magistrat Force Ouvrière. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Michel Dutrus, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Revenons pour commencer sur les propos du patron de la police, Frédéric Vaux. Laurie vient de les rappeler. Dans l'attente d'un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison. Comment vous avez réagi à cette déclaration tout d'abord ? Alors tout d'abord, notre organisation, Unité Magistrat Force Ouvrière, n'est pas dans l'hystérie par rapport aux propos du directeur général de la police nationale. Nous n'analysons pas les propos en tant que tels. Nous ne considérons pas que ces propos sont de nature à influencer quiconque pour une bonne et simple raison. On va aussi rappeler des choses très simples. Le directeur général de la police nationale n'a aucun pouvoir hiérarchique sur aucun magistrat. Alors déjà, c'est extrêmement simple. Et seconde chose, ce haut fonctionnaire, qui est un haut fonctionnaire parmi d'autres, ce haut fonctionnaire s'exprime alors que la décision est prise, elle est rendue. C'est-à-dire qu'il se serait exprimé pendant la garde à vue des policiers en expliquant que pour lui, il n'était pas question qu'il parte en détention. Alors là, oui, on pouvait assimiler de tels propos comme une pression. Mais là, une fois que la décision est rendue, comprenez, c'est tout à fait différent. Michel Dutrus, c'est ce que je disais tout à l'heure avec un représentant des syndicats de police, c'est qu'on a deux autres affaires en cours rien que du côté de Marseille, avec des policiers suspectés, là encore, de violence. On verra ce que donne l'enquête. En tout cas, l'IGPN, la police des polices, a été saisie avec une possible mise en examen. Encore une fois, on verra ce que ça donne. Peut-être placement en détention provisoire, là, il peut y avoir une pression. La pression, en réalité, alors, elle s'exercerait dans l'idée de ce débat qui nous paraît quelque peu malvenu. La pression, elle s'exerce où? Elle s'exerce du fait que, en réalité, il y a des affaires judiciaires qui sont à traiter. Et ces affaires judiciaires qui concernent les policiers, ce ne sont pas des affaires ordinaires. Or, elles s'exercent au milieu d'invectives et dans un débat idéologique et politique et syndical qui ne fait que brouiller l'ensemble du dossier. La recherche de la vérité, cela ne s'effectue pas sur les réseaux sociaux, cela ne s'effectue pas dans les médias et cela ne s'effectue pas en aucune manière non plus sur la place publique. Donc voilà, la pression, c'est là qu'elle s'exerce. Et ce n'est pas du tout la déclaration de tel ou tel haut fonctionnaire qui exprime son avis personnel, un point c'est tout. En aucune manière, moi j'ai confiance dans la force de résistance de mes collègues. Un magistrat, par principe, il est en mesure, c'est d'ailleurs sa mission, en mesure de résister à toute forme de pression, quelle qu'elle soit. Alors, il ne suffit pas de la déclaration du directeur général de la police nationale pour influencer dans un sens ou dans un autre la décision que le magistrat prendra dans son cabinet. Même si le ministre de l'Intérieur, en tout cas Gérald Darmanin, justement, a fait passer le message, en tout cas indirectement, qu'il renouvelait sa très grande confiance, en l'occurrence, au patron de la police.
Le ministre de l'Intérieur donne là aussi son opinion. En aucune manière, le ministre de l'Intérieur n'exerce une quelconque autorité sur les magistrats, et c'est heureux. Nous sommes dans un pays démocratique, la police fait son travail, la justice fait son travail, bien évidemment, et là aussi, notre organisation syndicale Unité Magistrat tient à rappeler que nous ne sommes pas de ceux qui considèrent que les policiers sont les ennemis des magistrats. Oui. Absolument, ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, pour vous, il n'y a pas de guerre entre les policiers d'un côté et la justice de l'autre. Ce sont deux institutions qui ne sont pas devenues irréconciliables. C'est votre point de vue très clairement, c'est ce que vous dites. Ah ben pour nous, elles ne l'ont jamais été. D'ailleurs, notre organisation syndicale fait partie de la même confédération que celle que vous venez d'interviewer en la personne de Jean-Christophe Couvi. Pour nous, nous considérons bien justement que nous sommes en mesure de travailler la main dans la main. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas des divergences, mais cela veut dire que nous sommes en situation d'avoir un débat constructif pour aboutir à des solutions. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons fait, puisque l'année dernière, nous avons organisé un colloque en commun avec nos collègues et nos amis de SGP Police, justement pour essayer d'anticiper ces problèmes. La difficulté aujourd'hui, voyez-vous, c'est que on a mis au niveau de l'État ce problème, on a mis de la poussière sous le tapis, en se disant, bon, ce sont des problèmes ponctuels et on verra bien. Ouais. En réalité, il y a un problème structurel. On voit bien que c'est récurrent, qu'il y a de nombreuses affaires qui arrivent de plus en plus. Est-ce que cela veut dire pour autant, comme certains idéologues le proclament à tort et à travers, que l'on est en train de vivre dans un État policier? Non, nous sommes absolument pas sur cette ligne. Nous disons et nous considérons, nous, que les propos du directeur général de la police nationale, en fait, signent un point de non-retour et signent la nécessité d'une refondation du traitement judiciaire de ces dossiers. Ça veut dire, par exemple, que certains syndicats, notamment celui qu'on recevait effectivement à l'instant, eux étaient favorables, en l'occurrence, à un statut juridique spécial pour les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Je précise bien, c'est-à-dire que là-dessus, vous êtes ouvert à la discussion. Ça pourrait être quelque chose, effectivement, qu'on pourrait mettre en place. Alors, nous, ça nous paraît tout à fait envisageable. Ouais. Alors, on n'a pas une solution. On a plusieurs propositions à faire parce qu'à la différence de certains, notre syndicat ne se contente pas d'alimenter la polémique, mais nous sommes une force de proposition. Alors, il faut aussi se demander pourquoi on envisagerait un dispositif particulier, c'est-à-dire le traitement judiciaire particulier de certaines affaires. C'est que, il faut bien rappeler que la mission de garantir et de maintenir l'ordre qui est attribuée aux policiers et aux gendarmes, elle est d'autant plus indispensable et nécessaire que, ce faisant, quand ils font usage de la force, ils garantissent nos libertés individuelles. Il ne faut jamais oublier ça. Il n'y a pas d'état de droit, il n'y a plus de société si la sécurité ne règne pas. Bon, alors c'est cette raison qui fait que, pour ce principe, que l'on peut envisager de nouvelles dispositions. Alors, ce que nous préconisons, nous, c'est relativement simple. Notre organisation préconise dans un premier temps que l'ensemble des affaires, et il n'y en a pas beaucoup, fort heureusement, que l'ensemble des affaires qui mettent en cause des policiers auxquels on reproche quoi en réalité? L'usage excessif de la force. Eh bien que l'ensemble de ces affaires soient traitées au niveau national par une juridiction spécialisée. Cette juridiction spécialisée sera composée de magistrats qui auront une compétence spécifique, qui travailleront en collégialité. Ils auront donc les moyens de traiter avec compétence, avec diligence et avec efficacité ces dossiers qui ne dureront pas parce qu'ils durent des années. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils tombent dans l'escarcelle de tel ou tel magistrat avec tous les autres dossiers. Alors, ce n'est évidemment pas envisageable. Donc, pour éviter précisément que ces dossiers soient traités pendant des années et ne soient pas traités nécessairement... Mais on risque pas d'avoir un pouvoir politique qui peserait davantage, qui ait une pression supplémentaire, justement, si c'est centralisé à ce niveau-là? Il n'y en aura pas davantage que si c'est n'importe quelle juridiction qui l'exerce. Je rappelle qu'en matière de terrorisme, par exemple, ce sont bien des juridictions spécialisées à compétence nationale qui interviennent. Bon, évidemment, il faut remettre les choses, toutes choses sont égales par ailleurs. Toute proportion gardée, bien évidemment. Mais nous, au contraire, nous estimons que des magistrats qui ont une connaissance particulière de toutes les armes qui sont utilisées par les forces de l'ordre, des circonstances dans lesquelles elles sont employées et du dispositif législatif technique qui est actuellement en place, notamment du Code de la sécurité intérieure,
on pense que cela permettrait déjà de résoudre beaucoup de choses. Second élément, dans l'hypothèse que nous n'écartons pas, où une détention provisoire est envisagée, eh bien, cette détention provisoire devra s'exercer, là aussi, dans des conditions tout à fait particulières, dans un établissement qui ne peut pas être celui où on mêlerait le policier avec d'autres détenus. Là aussi, des conditions de détention spéciales doivent être envisagées. Michel Lutreux, je rappelle, délégué général du syndicat Unité Magistrats Force Ouvrière. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bonne journée à vous. 8h28 sur Sud Radio. Dans un instant, la parole au terrain. Et nous sommes pile à un an du début des Jeux Olympiques avec les institutions qui accueillent les joueurs, les sportifs qui se préparent déjà. On en parle du côté d'Aubonne dans le Val d'Oise. Avant cela, hashtag on en parle justement. Et les infos Sud Radio, il est 8h28.